Voici le Silverado 2500 HD iCountry, l'une des plus grosses camionnettes américaines sur le marché. Évidemment, à Plus de Millage, on vous a habitué à vous présenter des véhicules électriques. Mais en l'absence de toute camionnette heavy duty ou HD électrique sur le marché, on vous présente ce segment-là aujourd'hui avec le Silverado. Puis on va se poser les questions à savoir comment est-ce que ces véhicules-là pourraient éventuellement être remplacés par des véhicules électriques. C'est ce qu'on vous présente aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus de Millage. Allons-y! Pour commencer cet épisode-là de Plus de Millage, on va vous expliquer un peu c'est quoi une camionnette HD. Peut-être que vous êtes établi en Europe, vous n'êtes pas familier avec ce segment-là, ou au Québec, c'est quand même assez mystérieux. Les camionnettes pleine grandeur sont très populaires, mais les versions Heavy Duty, HD ou 3/4 de tonne, comme on peut les appeler, c'est un segment évidemment qui est plus en fait orienté vers les entreprises, les entrepreneurs, les gens qui ont à tracter des lourdes charges ou à transporter énormément de matériel dans la boîte de la camionnette. Donc ici, c'est la version HD du Silverado. Donc on parle d'un châssis qui est plus gros, qui est plus fort, qui est renforcé. Cette version-là est équipée aussi d'un moteur diesel Duramax 6,6 litres de 475 chevaux et 975 livres-pieds de couple, ou pour nos collègues européens, plus de 1300 Nm de couple dans le V8 diesel dont cette version-là est équipée aujourd'hui. Évidemment, il y a 1 milliard de configurations possibles pour ces camionnettes-là. Donc, la version qu'on a aujourd'hui, c'est une version à cabine d'équipe, donc 4 grosses portes, équipée d'une boîte standard de 6,8 pieds ou 6 pieds 8 pouces, quelque chose comme ça. Et c'est possible, évidemment, d'avoir une boîte longue de 8 pieds. C'est aussi possible d'avoir une version double roue, mais là, on tombe dans les modèles 3500. Donc, évidemment, énormément de configurations. Fait à noter aussi, la camionnette qu'on a aujourd'hui, elle est très imposante. C'est un gros véhicule, mais il est aussi équipé de l'ensemble de suspension Z71, qui est en fait la suspension hors route. Cependant, il n'y a pas de badge associé à cette version-là. On a un modèle iCountry, donc c'est une version luxueuse, la plus luxueuse du Silverado. Et l'équivalent chez GMC serait un Sierra Denali, par exemple, mais ça s'adresse à différents marchés. Il n'y a pas encore de camionnette HD électrique sur le marché. Donc, Ford a lancé le F-150 électrique. GM a lancé le Silverado EV qui arrive au compte-gouttes sur le marché. On devrait attendre environ 2 ans avant d'avoir une production à grande échelle de celle-ci. Ram va lancer une version électrifiée du Ram aussi en 2025 et finalement Tesla a lancé le Cybertruck. Mais ce sont tous des camionnettes qui s'insèrent dans le segment de marché des camionnettes pleine grandeur 1 demi-tonne ou 1500, comme on les appelle généralement. Chez Ford, c'est 150 évidemment. Donc le segment de marché des camionnettes pleine grandeur HD, lui, n'est pas encore électrifié. Il y a des entreprises qui travaillent à ça, évidemment. Il y a entre autres Magna, une entreprise canadienne, qui est en train de développer un système de groupe motopropulseur électrifié pour des camionnettes HD, mais il n'y a pas de constructeurs pour l'instant qui ont adopté ce système-là. Donc, c'est des véhicules, je pense qu'on va voir être électrifiés un peu en dernier, un peu sur le tard, comme on dit au Québec. Mais aujourd'hui, on va parler de ce véhicule-là, puis voir exactement qu'est-ce que ça fait, à qui ça s'adresse, quelle consommation ça fait, pourquoi on achèterait ça, est-ce que ça fait du sens au Québec? Et on va aussi vous parler du prix, puis à la fin du vidéo, on va vous dire combien coûte un Silverado 2500 iCountry, et on va vous le dire, ça coûte cher. Comme vous pouvez le constater, on a ici un très grand véhicule. Si je prends une marche, que je débute à l'avant du Silverado 2500, j'ai le temps quand même là, de dire beaucoup de mots avant de me rendre à l'arrière. Donc, évidemment, c'est un véhicule très volumineux. Ce qui est surprenant, c'est qu'on peut avoir une version encore plus longue si on prend la boîte longue, ce qui est une configuration qui n'existe pas, évidemment, crew cab, boîte longue, dans les camionnettes 1500 ou 1 demi-tonne. D'ailleurs, vous remarquerez que notre Silverado HD est extrêmement propre, il est immaculé aujourd'hui. C'est parce que j'ai été au lave-auto avant de filmer le vidéo et je peux vous dire que ça rentre, mais c'est serré. Le véhicule mesure 203 cm de haut et la limite, c'était 210 cm. J'ai dû évidemment rentrer les miroirs pour être en mesure là, de passer dans le lave-auto. Donc, on travaille fort pour vous, mais j'avais un petit stress. J'ai tout vérifié les dimensions, ça fonctionnait, mais c'est vraiment un immense véhicule. D'ailleurs, le modèle qu'on essaie aujourd'hui, il est équipé de marchepieds électriques et je peux vous dire que c'est vraiment important parce que même moi, j'aurais énormément de difficulté à monter dans le véhicule s'il n'était pas équipé de marchepieds. Évidemment, il y a des marchepieds standards qui ne sont pas électrifiés, qui sont disponibles
pour ces véhicules-là aussi. À l'avant du Silverado HD, on retrouve une grille immensément imposante. Elle est évidemment chromée puisqu'on est en présence de la version la plus luxueuse du Silverado. On a aussi des petits crochets de remorquage chromés, ce qui est quand même, on pourrait dire, un peu ironique. Donc, ils sont là, ils sont fonctionnels, mais on ne s'attend pas à ce qu'ils soient utilisés très souvent puisqu'ils sont chromés. Personnellement, j'ai vraiment une préférence pour les crochets de remorquage rouge. Je ne sais pas pourquoi. Vous pourriez me vendre une voiture 1000 $ de plus pour avoir les crochets de remorquage rouge. Je trouve ça incroyablement beau pour une raison qui m'échappe totalement. Maintenant, on va parler de ce qu'il y a sous le capot du Silverado HD. La version de base du Silverado HD, du GMC Sierra HD, sont équipés d'un moteur V8 6,6 litres à essence qui produit probablement plus de 400 chevaux et quand même beaucoup de couple. Puis en fait, ce moteur-là est basé sur l'ancien moteur 6 litres, le vénérable V8 6 litres, qui a pendant des années là, été le workhorse, si vous voulez, de GM, là, qui équipait toutes sortes de camionnettes, de fourgonnettes et tout, et tout, et tout. La version diesel, ou le Duramax, c'est ce qu'on essaie aujourd'hui. Donc, GM associe le nom Duramax à ses moteurs diesel là, depuis plus de 2 décennies maintenant. Il y a eu les belles années glorieuses, 2006, 7, 8, là, les dernières années où il n'y avait pas de système anti-pollution. Puis ces moteurs-là, dit-on, peuvent parcourir 1 million de kilomètres. Mais évidemment, aujourd'hui, on a une version moderne qui est équipée de systèmes anti-pollution modernes. Donc 6,6 litres, 475 chevaux, 975 livres-pieds de couple ou 1300 Nm environ. Ces chiffres-là sont extrêmement impressionnants. Cependant, ils sont un peu à la traîne par rapport aux versions là, à haut rendement des 2 autres constructeurs américains, que ce soit avec le moteur 6,7 litres Cummins chez Ram ou le moteur Powerstroke 6,7 litres chez Ford, qui peuvent tous les deux être livrés avec plus de 1000 livres-pieds de couple. Même 1200 livres-pieds de couple dans la version haut rendement du moteur du F250. Ceci étant dit, ça ne devient pertinent que si vous remorquez de très lourdes charges. Puis là, on parle de plus de, disons, 7, 8, 10 tonnes là, de remorquage. Dans certaines variations du F450, par exemple, on peut remorquer près de 40 000 livres ou près de 20 tonnes, ce qui est absolument incroyable. Et personnellement, quand je vois une camionnette remorquer un conteneur maritime de 40 pieds sur l'autoroute, je trouve toujours ça un peu intimidant. Mais c'est la capacité qu'ont ces véhicules-là, c'est pour ça qu'ils sont construits. Fait intéressant à noter, les moteurs diesel dans ces camionnettes-là, c'est une option très dispendieuse. On parle généralement de 10 à 11 000 $ environ pour passer de la version essence à la version diesel. La raison pour laquelle les gens choisissent le diesel, c'est d'abord la capacité de remorquage qui est plus haute et le rendement énergétique aussi, la consommation de carburant qui est plus faible. Une camionnette comme ça va consommer peut-être 30-40 % de moins que son penchant à essence. Et ce 10 000 $-là, si on l'étale sur la vie du véhicule, c'est des véhicules qui généralement vont parcourir 200, 300, 400 000 km dans leur vie sur une période assez longue. C'est des véhicules assez robustes. Et puis là, ça devient intéressant d'avoir le diesel. Ceci étant dit, ce sont des véhicules très dispendieux. Plus de 100 000 $ pour la version d'aujourd'hui. On vous dira le prix final à la fin du vidéo. Donc, c'est vraiment des véhicules qui s'adressent à des entreprises qui vont générer des revenus avec leurs véhicules et non pas à des particuliers qui veulent juste flasher avec un gros pick-up. Dernier fait intéressant à noter, la trappe d'air sur le capot du Silverado 2500 HD est réellement fonctionnelle. Et lorsque j'ai observé tous les canaux qui ont en dessous du capot, en fait, ça semble réellement être en fait l'entrée d'air du moteur qui est assez élevée. Donc, chapeau à GM parce qu'il y a énormément de constructeurs qui mettent des entrées d'air non fonctionnelles sur le capot. Puis quand il y en a, c'est juste pour du refroidissement. C'est rarement réellement la prise d'air du moteur. Donc, chapeau à GM. Écoutez, je trouve ça vraiment particulier qu'il l'ait fait et qu'il ait décidé de la rendre fonctionnelle. Tant mieux pour eux. Je ne sais pas si ça va être facile à voir pour vous, mais en fait, on voit là, dans le moulage du capot, en fait, dans la partie qui couvre l'intérieur du capot, qu'il y a des canaux. Il y a même une prise à gauche qui est bloquée, puis il y en a une à droite qui est ouverte. Donc, peut-être que la prise à gauche, c'est celle qui est destinée au moteur à essence et celle à droite, ce sera celle qui est destinée au moteur diesel. Mais quand on regarde ça, ça semble vraiment être l'entrée d'air fonctionnelle du moteur. À l'arrière du Silverado HD, nous retrouvons la boîte
Et évidemment, le fameux panneau de boîte ou tailgate. Ici, on a le Multipro Tailgate de GM, qui est le panneau de boîte réinventé par GM. Chacun des trois constructeurs américains a tenté de réinventer le panneau de boîte, fort d'une nouvelle implémentation en 2024 qui, semble-t-il, vous permet d'ouvrir le panneau de côté alors que vous avez une remorque attachée au véhicule. Chez RAM, on a un panneau qui rouvre en deux un peu dans le milieu, mais pas vraiment. Et chez GM, on a ce qui est le Multipro Tailgate, où en fait, on a une ouverture à mi-hauteur et sur pas toute la largeur du panneau, où on peut ouvrir le panneau au complet. Donc, en fait, il y a deux boutons et c'est possible de venir ouvrir ici la portion du haut du panneau, comme ceci, qui évidemment est amorti. Et l'idée, c'est d'être en mesure de faire entrer dans la boîte des feuilles de 4 pieds par 8 pieds, de peu importe quel matériau est livré en 4 pieds par 8 pieds, sans avoir besoin d'une boîte de 8 pieds et sans avoir à ouvrir au complet le panneau. Donc voilà, évidemment, c'est possible d'ouvrir le panneau normalement, que ce soit avec le bouton ou avec la télécommande. Donc ce panneau-là est amorti, évidemment, et il peut s'ouvrir électriquement. Il y a certaines variantes là, qui vont aussi permettre d'avoir des haut-parleurs installés en option là, dans le Multipro Tailgate, mais je ne crois pas qu'on en est équipé ici aujourd'hui. C'est aussi possible de venir rabattre le Multipro Tailgate comme ça ici, une fois que le panneau est ouvert. Et puis là, ça nous fait une petite marche qui sonne comme si elle brisait. Et puis là, c'est beaucoup plus facile de venir entrer dans la boîte. Nous voici maintenant à l'intérieur du Silverado HD. Donc, c'est évidemment la version la plus luxueuse qu'on a aujourd'hui, le High Country. Ça transparaît dans l'intérieur. On a des cuirs de qualité, des accents de bois, le nouvel intérieur des camionnettes GM là, qui avait été en fait mis en place un an avant en 2022.5 pour les camionnettes Light Duty ou 1500, puis un peu par la suite là, pour les camionnettes HD, on a le combiné instrument numérique, le nouveau système d'infodivertissement. Tout ça, c'est très bien. Au niveau de la qualité de l'intérieur, là, évidemment, c'est High Country, les accents de bois et tout ça, c'est vraiment très, très bien. C'est impeccable. C'est ce à quoi on peut s'attendre de la version luxueuse d'une camionnette HD. Évidemment, je crois que si vous allez chez GMC, vous pouvez avoir un Denali Ultimate qui va vous en donner un petit peu plus. Mais on parle quand même là, des véhicules très, très dispendieux. Et au Québec ou en Amérique du Nord en général, un véhicule comme celui-là, ça transporte dans les milieux des gens qui en ont un certain statut social. Donc, ce n'est pas qu'un Silverado HD, c'est un Silverado HD High Country. Le modèle Denali chez GMC, évidemment, ça transporte un peu la même chose. Modèle Platinum chez Ford et un Limited chez Ram. Donc, il y a un peu cet aspect-là. C'est un véhicule très imposant. Et on est assis très haut. D'ailleurs, pour filmer ce segment-ci, j'ai dû mettre mon trépied à sa hauteur maximale et pointer la caméra vers le haut. Sinon, c'était juste impossible de me voir. À l'arrière, maintenant, évidemment, il y a énormément d'espace. Donc ça, il n'y a pas de problème. C'est vrai pour toutes les camionnettes pleine grandeur. On a aussi beaucoup d'espace de rangement si on relève le seuil ou l'assise des sièges, en fait. On a fait une petite plainte un peu sur les Colorado Canyon. Il n'y avait pas beaucoup d'espace, surtout parce qu'on avait comme un rangement sous le siège. Ça ne donnait pas un plancher très plat. Ici, c'est pas parfait, mais on a quand même beaucoup d'espace. C'est possible de mettre des gros objets derrière la première rangée. Donc, ça ici, je pense que c'est très standard dans l'industrie. Pas grand-chose de plus à dire. Impeccable. Nous voici maintenant au volant du Silverado HD. Puis, je dois dire qu'il y a un levier de vitesse à colonne. Puis, j'adore tellement ça de voir un véhicule luxueux comme ça avec le fameux levier de vitesse à colonne. J'adore tellement ça. Personnellement, c'est mon type de levier de vitesse préféré. Ça rajoute un peu à l'expérience. Oui, évidemment, là, des boutons, comme GM en avait mis dans certains de ses véhicules, ou un sélecteur rotatif. Ça fonctionne, là. Mais il y a quelque chose là, dans le son d'un levier de vitesse à colonne qui vient me chercher. Puis, je suis heureux de savoir que même en 2024, ce n'est pas complètement parti. Mais bon, écoutez, c'est la vie, les choses changent. En ce moment, je suis en mode 2x4 dans la camionnette. Et puis, ce qui est quand même particulier des camionnettes HD, c'est que généralement, les choix de pneus d'hiver sont assez limités.
Puis la plupart du temps, ils sont équipés de pneus, en fait, disons, de modèles plus hors route qui sont de toute façon homologués pour l'hiver. Donc, la camionnette qu'on essaie aujourd'hui, elle est équipée de ces pneus-là un peu plus hors route qui sont homologués pour l'hiver. Puis je me demandais si ça fonctionnerait et en général, là, je dirais que ça fonctionne assez bien. Évidemment, si on est sur une surface très glacée, c'est un peu plus limité comme performance, mais j'ai jamais eu à la mettre en mode 4x4 là, pour être capable de me débrouiller. Puis dans la neige, ça fonctionne assez bien parce qu'il y a quand même des crampons assez volumineux. Donc ça, c'est une particularité des camionnettes HD. Les gens vont probablement les conduire à l'année longue avec les mêmes pneus, des pneus qui sont homologués pour l'hiver au Québec. Mais là, il faut qu'on parle un peu de l'éléphant dans la pièce. Pourquoi on essaie une camionnette HD? Pourquoi ce segment-là n'est pas encore électrifié? Donc, je vais prendre quelques minutes puis je vais vous donner un peu mes pensées là-dessus, là, mais évidemment, ce n'est que mon opinion. Donc, les camionnettes électrifiées sont apparues. Le F-150 électrique en premier, il y a eu le Rivian avant, mais évidemment, c'est un véhicule plus de niche. C'est un véhicule plus de style de vie qu'un véhicule de travail. Le F-150 Lightning, il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui les ont adoptés. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui habite dans mon quartier qui transporte une remorque là, de construction à tous les jours avec son F-150, puis il ne semble pas avoir de problème avec ça. Mais les camionnettes HD, c'est là que ça devient problématique parce que, premièrement, il y a un enjeu au niveau du poids. Le Silverado EV, en fait, a une batterie de 212 kWh, on croit, peut-être même un peu plus. C'est un véhicule qui pèse le même poids à peu près que la camionnette qu'on a aujourd'hui. Mais évidemment, la camionnette HD est beaucoup plus volumineuse. Puis là, ça nous amène un peu dans une espèce de territoire un peu complexe réglementaire où, la plupart du temps, en Amérique du Nord, il y a comme deux catégories de véhicules. Il y a les véhicules de promenade, puis les véhicules lourds. Il y en a d'autres, évidemment, mais le critère où on vient chercher cette différence-là, c'est la masse chargée ou la masse maximale chargée du véhicule. Si elle dépasse 4500 kg, 9900 livres, là, ça va varier un peu en fonction des réglementations, mais typiquement, on a environ 4500 kg, mais là, le véhicule devient un véhicule lourd. Donc, le Silverado EV, qui pèse 8400 livres, 8500 livres, 3800 kg environ à vide, en fait, il y a une charge utile relativement faible pour une camionnette parce qu'ils veulent maintenir la masse chargée sous les 4500 kg. Puis, pour les camionnettes HD, généralement, on a l'option de soit avoir une charge maximale de 4500 kg ou juste sous 4500 kg en option, ce qui permet de ne pas tomber dans la catégorie supérieure où il y a des inspections annuelles, ou on peut avoir une masse ou une capacité là, de charge plus élevée, mais ça vient avec des requis différents au niveau des permis, des assurances, des inspections, ce genre de choses-là. Donc, si on faisait une camionnette HD électrique avec une batterie qui donne une autonomie normale, disons une batterie de 200 kWh, là, instantanément, ça devient un véhicule lourd. Donc, il n'y a plus de moyen de s'en sortir, d'aller dire « Ah, mais là, la charge utile est faible. » Non. Ça devient instantanément un véhicule lourd. Ça va en fait limiter l'adoption parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, de petits entrepreneurs qui préfèrent rester dans la catégorie en dessous parce que ça leur simplifie la vie, pas d'inspection annuelle et tout. Donc voilà, mais il reste que ceux qui en ont besoin, ils achètent des véhicules avec une charge utile plus élevée. Fait que je pense qu'il y a comme cet aspect-là réglementaire où ça limite le potentiel de vente. Beaucoup moins de particuliers qui vont choisir de les acheter parce que c'est considéré un véhicule lourd. Ensuite, il y a au niveau du coût. Donc un véhicule... une camionnette HD aura nécessairement besoin d'avoir une batterie d'au moins 200 kWh pour avoir une autonomie décente, même sans charge. Puis là, ça augmente le coût. C'est déjà des véhicules qui coûtent très cher. Donc, si on augmente encore plus le coût, bien là, ça devient peut-être même inaccessible pour des entreprises. Si on y allait pour des prédictions un peu, quand est-ce que je pense qu'il va y avoir des camionnettes HD? Je pense que ça ne sera pas tout de suite. Je vous dirais, je ne m'attendrais pas à ce qu'il y ait ne serait-ce qu'un seul modèle de camionnette HD vendu au volume sur le marché avant au moins 5 ans. Donc, on est fin 2023, je vous dirais 2028, 2029, peut-être même 2030. Je pense que c'est seulement dans ces années-là. Le comportement routier du Silverado HD m'a surpris un peu. J'avais toujours, parce que j'avais jamais conduit en fait là, une camionnette HD avant, puis j'avais toujours entendu dire que ça sautillait, c'était un comportement routier qui était très désagréable quand le véhicule n'était pas chargé. Et je suis convaincu que dans le cas d'une camionnette 3500
ou double roue, c'est probablement encore le cas. Cependant, les constructeurs ont réussi au niveau des 2500, les camions 3/4 de tonne, à aller chercher un comportement routier qui est relativement acceptable. Donc, même dans une conduite en ville, même sur l'autoroute, quand on a des obstacles, des bosses, des joints d'expansion, par exemple, sur la route, vraiment, là, c'est acceptable. J'ai pas eu l'expérience de sautillement ou de quoi que ce soit. C'est peut-être en fait parce qu'on a un moteur diesel ici qui est beaucoup plus lourd. Le véhicule pèse quand même 3800 kg. Donc, une époque où ces camionnettes-là pesaient peut-être 2000-2500 kg. Puis, il y avait des charges utiles similaires. Fait que la suspension était très, très, très rigide. La masse à vide du véhicule était légère. Donc, ça s'outillait. Mais là, ici, dans le véhicule qu'on a, non. Le comportement est très, très, très fonctionnel. Ça m'a surpris un peu. Évidemment, j'ai dû m'habituer à la taille du véhicule. Il y a certaines situations où je devais entrer les miroirs. Bon, il faut quand même faire attention. Mais voilà. Et comme on a le moteur diesel, je m'attendais à une expérience un peu similaire à celle que j'avais eue dans un Suburban 3 litres Duramax, une vidéo où Alexandre, d'ailleurs, avait parcouru plus de 1000 km sur un seul réservoir de diesel. Mais c'est très différent. Le 3 litres Duramax est très, très, très civilisé. Beaucoup de couple à bas régime, ça se comporte presque comme un moteur à essence, puis on ne manque pas de puissance. Ici, on a énormément de puissance, énormément de couple, mais tout est calibré, tout est construit pour remorquer des lourdes charges. Donc, même si on veut faire un dépassement, oui, on a la puissance, oui, on a du couple, oui, ça accélère, mais on n'a pas l'impression d'avoir 475 chevaux, parce qu'en fait, ce 475 chevaux-là, il doit déplacer 3,8 tonnes. Donc, on n'a pas des accélérations fulgurantes ou quoi que ce soit. La bande de puissance aussi est relativement courte, comme c'est le cas dans un moteur diesel plus commercial. Donc, on va changer de vitesse à 3000 tours, retomber à 2800 tours où on a le couple et la puissance maximale de 475 chevaux. Donc, c'est très, très, très différent. Puis, on a évidemment une transmission 10 vitesses là, qui vient vraiment nous permettre d'optimiser cette plage de puissance-là du moteur diesel. Puis, au niveau du son, j'ai fini par m'habituer. Mais quand je l'ai conduit pour la première fois, j'ai l'impression que ça sonne comme un autobus scolaire. Là, j'étais là, mais c'était pas ça mon rêve d'une camionnette HD. Évidemment, après une semaine, je me suis un peu plus habitué. Mais dans une camionnette HD, on vient vraiment entendre là, le son du moteur diesel. On a vraiment la sensation d'être dans un véhicule commercial. C'est un peu ce qui m'a fait réaliser là, que ces véhicules-là, ça ne s'adresse pas à monsieur, madame, tout le monde. Ça s'adresse à un entrepreneur ou quelqu'un qui doit faire du transport commercial ou transporter des lourdes charges, soit avoir une boîte de fibres de verre dans la boîte avec des outils, des choses comme ça, ou tracter une remorque régulièrement là, qui va peser plus de 3 ou 4 tonnes, plus que 6, 8, 10 000 livres tout le temps, constamment. Potentiellement, quelqu'un qui a une caravane à sellette, par exemple, très lourde, là, de plus de 10 ou 12 ou 14 000 livres, qui ne peut pas être remorquée par une camionnette, une demi-tonne, une camionnette standard. C'est vraiment à ces gens-là là, que ça s'adresse. Donc voilà, c'est ça. Ça ne s'adresse pas à monsieur, madame, tout le monde. Si vous achetez ça au quotidien pour votre voiture que vous conduisez tous les jours, je comprends pas honnêtement. Surtout que, bon, moi j'habite à Québec. Là, des fois, je vais me déplacer pour aller chercher quelqu'un plus en basse ville, là, vraiment dans la ville de Québec. Puis, écoutez, là, me promener en ville avec ça, il fallait vraiment que je fasse attention. Naviguer des petits stationnements, c'était quand même plus difficile. Là, on arrive à la fameuse bretelle pour embarquer sur l'autoroute du frein Montmorency depuis l'autoroute Félix-Leclerc. Et évidemment, on ne prendra pas ça à bonne vitesse. Hein, on va être très raisonnable. On sent la masse du véhicule, on sent qu'il faut qu'on fasse attention. Mais c'est tout de même là, plus civilisé que ce à quoi je m'attendais. Et ce, malgré le fait qu'on a une suspension, en fait, en route. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de notre essai du Silverado HD. C'est vraiment un véhicule impressionnant. Ça m'a permis d'explorer un nouveau segment de marché avec l'essai de cette semaine. Un segment qu'on sait qui va être difficile à électrifier. Notre prédiction, c'est que ça va prendre peut-être jusqu'à 2029-2030 avant de voir un vrai modèle de grande production entrer dans ce segment-là. Si vous croyez qu'on se trompe, évidemment, écrivez-nous-le dans les commentaires. Donc vraiment, un véhicule impressionnant. Je vous avais promis de vous indiquer le prix de notre modèle d'essai de cette semaine à la fin de l'épisode. Donc, ce Silverado HD iCountry équipé du moteur diesel Duramax 6.6 litres
a un prix de vente de 113 000 $, donc avec les options et tout, 113 000 $, et si on ajoute les taxes, ça donne environ 130 000 $. Donc, ce n'est pas pour les gens qui ont les poches peu profondes, mais c'est tout de même un véhicule qui, bon, amène évidemment, dans les milieux où c'est pertinent, un certain statut social. Assez impressionnant. Est-ce que j'aurais une camionnette HD au quotidien? Non, jamais, évidemment. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui en ont besoin pour leur travail ou qui choisissent d'en avoir une grâce aux capacités qu'amène ce véhicule-là. Assez impressionnant. Je serais curieux d'essayer, évidemment, un modèle HD électrique lorsqu'il y en aura de disponible. Mais en attendant, c'est ce qu'il y a de mieux. Et avec la motorisation diesel, on est capable d'aller chercher une consommation qui est relativement adéquate. Évidemment, c'est des véhicules aussi qui ont fait beaucoup de chemin au niveau des systèmes anti-pollution dans les dernières années. Dans les 15 dernières années, on est passé, là, évidemment, de moteurs qui avaient très peu de systèmes anti-pollution à aujourd'hui des filtres antiparticules, l'injection d'urée pour aller réduire certaines émissions. Puis il y a énormément de contraintes qui ont été mises sur ces véhicules-là, qui offrent quand même un certain service à la société. Puis qu'on va attendre de voir électrifier, évidemment. On a des véhicules de promenade, des camionnettes, une demi-tonne électrique qui sont disponibles. Et on a le Tesla Semi qui existe au haut de la chaîne alimentaire des véhicules. Donc, est-ce que le segment dans le milieu peut être électrifié? Certainement. Peut-être qu'il y aura besoin d'avoir des changements législatifs pour permettre à ces véhicules-là, au niveau de la masse, d'être plus accessibles pour les entreprises qui les choisiront, sans avoir des inspections annuelles qui sont imposées versus les versions qui n'en ont pas de besoin et qui sont thermiques. On verra bien. Donc, c'était plus de millage. Si vous avez aimé le contenu qu'on vous a présenté cette semaine, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez nous laisser un commentaire. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche aussi pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. Puis j'aimerais ça aussi savoir, est-ce que vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci ou vous voulez qu'on se concentre sur les véhicules électriques? Écrivez-nous là dans les commentaires. C'était Gabriel pour plus de millage. On se dit à la prochaine.